de revenir aux crises dont j'ai été un étudiant pendant un certain nombre d'années avec Brian Michara pour présenter mes travaux de recherche ainsi que quelques petites ouvertures et évolutions d'un outil sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. La présentation d'aujourd'hui, comme vous vous en doutez, va porter sur l'éthique, l'intelligence artificielle et les données en prévention du suicide et en santé mentale. Il y a plusieurs raisons qui me rendent très content aujourd'hui d'avoir l'occasion d'en parler, en plus de présenter de façon très égocentrique mes travaux. C'est que c'est des questions qui se posent constamment aujourd'hui, celle de l'utilisation responsable des informations dans un contexte de santé, mais pas que. On a tous pu voir dans les nouvelles récentes du dernier mois avec la pandémie que dès qu'il est question d'intelligence artificielle ou d'utilisation des données personnelles, généralement, on a un certain nombre de questions assez brûlantes qui vont venir, de gros questionnements aussi sociaux. Est-ce qu'on veut de ces technologies? Comment est-ce qu'on les veut? Et on se rend compte qu'en dépit un petit peu de tous les espoirs et promesses qu'elles peuvent susciter pour nous tous en santé et au-delà, il y a aussi un certain nombre de limitations importantes qu'il est important de regarder et d'analyser avant de se jeter dans l'utilisation. Donc le but de la présentation aujourd'hui va être de vous présenter un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'on entend un petit peu déjà par intelligence artificielle, par données, comment est-ce que ça peut s'intégrer en prévention du suicide. On va regarder ensemble un peu qu'est-ce qu'on pourrait appeler des enjeux éthiques, puis qu'est-ce qu'on pourrait appeler des enjeux éthiques spécifiquement dans le champ de la prévention du suicide et de la santé mentale. Et enfin, je vais vous proposer des petits cas, un peu des petites vignettes pour vous mettre en situation et vous montrer comment est-ce que vous pourriez observer ou regarder ou voir ces fameux enjeux éthiques, comment est-ce qu'ils pourraient se manifester dans le contexte de la santé mentale et de la prévention du suicide. Et avant ça, je vais également vous présenter aussi l'outil qui s'appelle le protocole canadien que j'ai co-développé avec Brian Michara et Abhishek Gupta, qui est ingénieur à Microsoft et chercheur aussi en éthique de l'IA, et qui est un outil qui se veut pratique à destination des professionnels en santé. Pour me présenter de façon assez rapide, je suis chercheur postdoctoral à l'Algora Lab, qui est un laboratoire en intelligence artificielle, éthique de l'intelligence artificielle, localisé à l'intérieur du MILA, l'Institut québécois en intelligence artificielle. Je dois le dire, je suis financé aussi par l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'OBVIA, et je travaille également donc, pour l'Université de Montréal. Je suis également professeur associé à la section de psychologie communautaire où j'ai fait mon doctorat avec Brian Michara et je suis très prochainement chercheur et à la co-tête d'un projet en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université libre de Bruxelles. Donc vous pouvez voir un peu la dérive qu'il y a eu entre la psychologie vers l'éthique de l'IA. En fait, dérive, il y en a eu un peu, mais mes centres d'intérêt sont vraiment les technologies en psychologie et les enjeux éthiques et sociaux et comment est-ce que tout ça peut se mélanger. Donc, je vous ai fait un petit peu déjà le plan d'aujourd'hui, mais pour le revoir, un petit peu une progression assez logique de présenter un peu le contexte général avant de vous mettre en situation. Aujourd'hui, le sujet, c'est de regarder un petit peu comment est-ce que la prévention du suicide et la santé mentale intègrent et gèrent l'arrivée et la croissance et le développement de technologies qui deviennent vraiment omniprésentes, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut regrouper derrière, ainsi que ce qu'on peut appeler les données massives, ou en français dans le texte aussi les mégadonnées, mon terme préféré. Ici, l'idée, c'était un peu de dire comment est-ce que nos disciplines, et je mets toujours ensemble santé mentale et prévention du suicide, parce qu'en prévention du suicide, on touche à plusieurs disciplines en même temps, mais fondamentalement, moi venant de psychologie, la santé mentale est évidemment l'ancrage principal. On a vu que ces disciplines-là sont constamment en phase d'adaptation avec l'émergence de nouvelles technologies. Ça fait des années que je m'intéresse à l'utilisation des technologies en psychologie et en prévention du suicide. Et on peut voir que, par exemple, de l'arrivée du fax ou téléfax similé à l'arrivée d'Internet, à l'arrivée des applications, à l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça repose toujours un peu sur un constat. Nos disciplines sont obligées d'évoluer, de s'adapter constamment. Parallèlement, aujourd'hui, on est tous d'accord que les concepts de santé numérique, de santé digitale ont gagné en popularité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est tous désormais assez conscients, et on l'espère,
que des informations liées à notre santé sont aujourd'hui collectées et analysées dans des endroits très différents, avec des technologies très différentes. Les endroits très différents, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des mondes connectés, ça peut être des données de recherche, ça peut être des données de vos assurances personnelles, ça peut être également votre utilisation des réseaux sociaux. Et tout ça, ça fait partie des acteurs aujourd'hui de la santé mentale et de la prévention du suicide, où on n'est plus uniquement avec une relation entre guillemets professionnel-client, mais on a beaucoup d'autres acteurs qui sont venus à l'intérieur, des acteurs technologiques en particulier. Ce phénomène de multiplication des données et des moyens d'y accéder, ça suscite l'espoir de faire de nouvelles découvertes. On se dit, on a des nouvelles données, on a des nouvelles informations, on peut peut-être faire plus que ce qu'on faisait avant. On peut peut-être aider mieux et encore plus vite. Et dans des domaines aussi sensibles que la santé mentale ou la prévention du suicide, la promesse d'agir plus vite, d'agir mieux, trouve un écho très important. On a évidemment le souci de pouvoir donner les techniques ou les méthodes d'intervention ou les méthodes d'aide les plus en pointe, celles qui peuvent le mieux aider. Mais maintenant, il y a peut-être aussi déjà quelques limites qu'on peut poser. Je vous parlais un peu de l'actualité récente et vous n'avez peut-être pas été sans voir qu'il y a eu tout ce débat, notamment suite à l'annonce du ministre Fitzgibbons, de dire qu'il avait fait un peu une comparaison, ou la comparaison a été lancée à la suite de ça, de dire que les données de santé allaient pouvoir peut-être être vendues à des compagnies pharmaceutiques et elles avaient été appelées une mine d'or. Et je trouve que ce n'est pas un lapsus, c'est au-delà du lapsus maintenant, c'est tout à fait affiché, mais les données personnelles, les données de santé sont vues comme une source potentielle de progrès, mais aussi peut-être de profit ou une source aussi de revenus, à la fois ici pour l'État, qui pourrait vendre les données, mais aussi pour les compagnies pharmaceutiques, qui pourraient par exemple les utiliser. Cet exemple des compagnies pharmaceutiques peut s'étendre à peu près l'ensemble du marché des données, et on voit que les compagnies d'assurance peuvent être intéressées, les réseaux sociaux peuvent être intéressés. Il y a tout un ensemble d'acteurs, encore une fois, nouveaux dans le champ de la santé mentale, qui vont venir et peut-être complexifier un petit peu ce qu'on connaissait de comment est-ce que les données et nos informations de santé ou les informations de santé des gens qu'on veut aider peuvent être utilisées. Ça soulève évidemment des craintes pour la vie privée ou la marchandisation des données de santé. Donc, de nombreuses critiques ont émergé. Mais le but d'aujourd'hui, et je tiens à être assez clair, ce n'est pas de proposer une vision nécessairement binaire en disant qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, mais c'est de montrer que pour pouvoir saisir le potentiel, dans certains cas, du potentiel de cette technologie pour nous aider à mieux aider, à progresser en matière de prévention du suicide, de psychologie, de santé mentale, il faut être également conscient des critiques qui existent et des limitations possibles. Donc toutes ces questions elles seront vraiment au cœur de ce webinaire et on va d'abord commencer par regarder un petit peu qu'est-ce qu'on entend par technologie de l'IA et des données massives. Qu'est-ce que c'est que ces mots? Qu'est-ce qu'on met derrière? On a tous des prénotions et je pense qu'il faut vivre aujourd'hui sous un rocher pour ne pas avoir entendu parler de ces noms. Mais on va regarder ou s'entendre ensemble sur quelques définitions. Je vous ai mis en dessous le lien et les ressources. Donc ici, c'est un guide de délibération sur l'éthique de l'intelligence artificielle que nous avons réalisé avec le laboratoire Algora Lab. Et ce guide de délibération, en fait, vous donne les définitions de base en éthique de l'intelligence artificielle, sur toutes les technologies, avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup d'exemples très concrets. Et donc, on a développé ce guide un peu pour être une forme d'introduction à l'intelligence artificielle, à son éthique et aux enjeux qui sont liés à ça. Donc, j'utilise souvent des ressources qui viennent de ce document et je vous l'ai mis en dessous en français, vous pouvez donc y accéder gratuitement. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? L'IA, c'est de façon assez commune l'ensemble des techniques informatiques qui permettent à une machine, un ordinateur ou un téléphone par exemple, de réaliser des tâches qu'on pourrait dire requérir généralement de l'intelligence comme le raisonnement, l'apprentissage. On peut parler ce cas-là d'automatisation des tâches intelligentes. Le débat peut être infini sur qu'est-ce qu'on entend par intelligence, mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Mais vous avez ici une définition assez basique qui vous donne un point de départ. L'intelligence artificielle repose, et j'ai voulu le mettre parce que c'est important, sur l'utilisation d'algorithmes qui traitent des données. Ici, l'idée de base, et que je veux que vous reteniez et que vous connaissez sûrement déjà, c'est l'idée de dire que ce monde de l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça peut recouvrir en termes de complexité, est indissociable de l'idée de données. Pour que l'intelligence artificielle existe, pour que ces technologies se développent, soient testées, mises en place, évoluent, il faut des données, il faut des informations. Un algorithme, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est une suite d'instructions qui permettent de résoudre des problèmes ou d'accomplir des tâches complexes.
On pourrait le décrire, il est quasiment l'heure du dîner, comme une recette de cuisine, où vous avez un certain nombre d'étapes à respecter pour arriver à un produit final. L'IA permet d'accomplir plusieurs types de tâches. On peut faire par exemple de la détection, on peut faire de la prédiction, on peut faire de la planification et de la prise de décision. On peut également faire de la génération de contenu. En fait, le terme recouvre une très grande variété de technologies, des plus simples, par exemple un algorithme de tri qui existe depuis longtemps. On pourrait tout à fait rentrer dans le débat, et il y a beaucoup de débats là-dessus, sur est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle? Donc des personnes vont dire que l'intelligence artificielle, le terme devrait être réservé à des techniques extrêmement complexes. D'autres personnes vont dire que l'intelligence artificielle pourrait très bien fonctionner pour encapsuler un petit peu l'ensemble du spectre de technologies, des plus simples aux plus complexes. Et parmi les plus complexes, aujourd'hui, un domaine qui a fait notamment la réputation de Montréal, c'est celui de l'apprentissage machine, avec notamment Yoshua Bengio, qui est très connu au Québec et au-delà, où ce domaine ici, c'est vraiment viser une forme d'autonomisation croissante des systèmes intelligents. Donc ce terme de système intelligent, d'ailleurs, je vais le réutiliser à plusieurs reprises pendant ce webinaire. Un domaine concentre beaucoup d'intérêt, c'est donc ce fameux apprentissage machine. On peut dire qu'il est supervisé ou non supervisé. C'est-à-dire qu'on va plus ou moins accompagner ce système dans son évolution et dans sa sophistication, où on peut au contraire développer des systèmes qui vont apprendre au domaine, si on peut dire ça, parce qu'il y a toujours aussi quand même des formes d'intervention à plusieurs étapes. Plusieurs de ces techniques sont devenues très populaires et vous avez peut-être entendu parler de ces fameux réseaux de neurones. En fait, ce domaine de l'apprentissage machine illustre vraiment très bien deux caractéristiques qui cristallisent les attentes et les craintes liées à l'IA. Premièrement, on a une autonomie croissante des systèmes intelligents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à l'intelligence artificielle, je ne vais même pas aller vers les craintes Big Brother, mais on se rend compte qu'il y a peut-être une forme d'autonomisation de certains systèmes et que c'est à peu près ce vers quoi tendent un certain nombre de technologies, remplacer certaines tâches ou pas, et accomplir certaines tâches par eux-mêmes, peut-être plus rapidement que ce que des humains auraient pu le faire, supposément, et parfois de façon avérée. Et c'est ici en fait aussi qu'on vient sur le deuxième point qui est l'accélération de l'automatisation des tâches. On peut voir que ces technologies se développent de façon très rapide et peuvent encore une fois accomplir des tâches ou remplir des missions beaucoup plus rapidement que ce que des humains ou des groupes d'humains pourraient accomplir. Et ces deux domaines, un peu l'accélération et l'autonomisation, peuvent concentrer un certain nombre de craintes, d'espoir aussi, et les deux vont être évidemment tout à fait mélangés. Parallèlement, il y a ces fameuses données massives. Alors le terme fait très 2013, ce qui en termes de technologie est un siècle, comme je vous l'indique. En fait, on voit que le nombre de données ne cesse d'augmenter, ainsi que les moyens de les traiter et de les analyser. On l'a appelé Big Data il y a donc un siècle, ou données massives. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on collecte et analyse un volume croissant d'informations plus rapidement, plus précisément. L'explosion du volume de données est devenue complètement, pour utiliser les grands mots, consubstantielle du développement de l'IA. Pourquoi? Parce que pour que ces systèmes, encore une fois, se développent, ils ont besoin d'être nourris d'informations. Pour l'entraînement, si on parle d'apprentissage machine, mais aussi tout simplement pour fonctionner, pour être entraîné, pour être évalué. Donc, parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est indissociablement aussi parler de données et aussi de données massives parce que ça concentre, je pense, des enjeux éthiques vraiment très similaires. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est en quoi ça nous concerne en matière de prévention du suicide et de santé mentale? Quand est-ce que c'est fini ces définitions? Alors, on arrive donc au cœur de notre webinaire. Vous avez ici quelques exemples. Le premier, c'est Facebook s'est fait connaître il y a quelques années depuis et a fait évoluer ça un petit peu. C'était un algorithme qui était censé, à partir de l'analyse des données, être en mesure de pouvoir détecter une forme de risque suicidaire chez ses utilisateurs. L'idée ensuite, c'était aussi de rediriger vers des associations partenaires ou des institutions partenaires comme la Lifeline aux États-Unis. Je vous ai mis les références en dessous si jamais vous êtes curieux d'en savoir un peu plus. Une autre forme d'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle ou des données, c'est la possibilité d'optimiser le soutien à distance. Ici, Crisis Text Line, qui est très, très actif aux États-Unis, a notamment, par exemple, développé des systèmes pour pouvoir essayer d'aider les intervenants à pouvoir avoir une forme de signalisation, de détection en temps réel
pendant l'intervention d'un niveau de risque. Ici, l'idée, c'était, en plus d'une phase de triage, mais aussi dans la phase d'intervention, d'avoir une forme de compagnon ou d'assistance à l'aide de ces technologies, pour pouvoir peut-être mieux intervenir, pouvoir mieux repérer. Un autre exemple d'utilisation, c'est celui, par exemple, de la prédiction du risque suicidaire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'intelligence artificielle, une des tâches, c'est la prédiction. Et on peut tout de suite dire que la prédiction, c'est évidemment cette sorte de licorne de la prévention du suicide, de la santé mentale, de la santé. On veut prédire. Et c'est très humain et ça fait partie intégrale de notre travail en tant que professionnel de santé, en tant que chercheur, la volonté de vouloir essayer de prédire. Parfois de façon pas illusoire, mais avec beaucoup d'espoir, peut-être parfois difficilement fondé ou pas nécessairement associé à des techniques qui permettent réellement de le faire. Mais je vous présente ici une utilisation de deux chercheurs très actifs dans ce domaine, Jessica Ribeiro et Joseph Franklin, qui avaient fait une étude longitudinale à partir de données cliniques en utilisant l'apprentissage machine, avec différentes techniques. Et le but ici, c'était de voir, est-ce qu'à partir de données cliniques, je suis en mesure de prédire si un client va présenter plus de risques suicidaires ou non. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites a posteriori, c'est-à-dire que les données étaient déjà présentes. On a beaucoup utilisé et étudié notamment de dossiers médicaux électroniques pour essayer de regarder qu'est-ce qu'on pourrait prédire pour le futur, essayer de voir si on pourrait appliquer ces modèles entraînés à partir de données passées pour essayer de les appliquer sur des données en temps réel pour essayer d'être dans des modes d'intervention les plus rapides, les plus efficaces, toujours avec cette volonté-là. Un quatrième exemple, c'est celui de la détection des émotions. C'est un domaine où le chercheur John Pestian est particulièrement actif, donc c'est le domaine de la linguistique, où il y a à la fois des analyses vocales notamment, et aussi du texte, de qu'est-ce qui a été dit, écrit, donc une sorte d'analyse croisée des données cliniques, notamment issues de notes cliniques ou de ce qui aurait pu être dit par les clients, avec aussi des modules d'expérimentation qu'il fait sur l'analyse de la voix et essayer d'établir si il existerait un portrait type, entre guillemets, du risque suicidaire identifiable à partir de la voix ou de signes linguistiques. Ici, on voit donc que détection, prédiction, encore une fois, sont ces fameuses licornes un peu pour notre discipline et qui sont très compréhensibles. Et ces technologies-là, vous pouvez le voir, sont souvent associées à ces espoirs-là, d'essayer de pouvoir repérer le plus rapidement possible et d'aider le plus vite possible. Maintenant, je ne veux pas évidemment faire une douche d'eau froide sur tous ces espoirs, mais on n'est pas sans savoir que ces technologies soulèvent des problèmes et des défis de nature très différente. Les défis peuvent être sociaux, ils peuvent être techniques, ils peuvent être légaux, ils peuvent être politiques, ils peuvent être très simplement aussi d'enjeux de vie privée. Quand vous voyez ce spectre d'enjeux très différents, on peut être un petit peu désarmé ou un petit peu saisi de l'étendue des risques ou des enjeux possibles en se disant où est-ce que ça s'arrête, qu'est-ce qu'on doit regarder exactement. Et quand on est en professionnel de santé ou en recherche ou en acteur du milieu de la santé, on peut se dire peut-être que tous ces enjeux-là, c'est bien trop gros pour moi. Et c'est vrai, dans un sens, parce qu'on ne peut pas évidemment régler tous ces enjeux à un niveau individuel. Beaucoup de ces enjeux se situent à des niveaux systémiques, sociaux. Mais pour autant, quand on se situe du point de vue de l'éthique des technologies ou de l'éthique de l'information, qu'est-ce qu'on voit? On voit que faire une analyse éthique en profondeur requiert d'avoir une attitude pluridisciplinaire. Une attitude où on va regarder et dire, en fait, les enjeux éthiques, ils se cachent ou ils se situent dans différents secteurs, que ce soit la cybersécurité, que ce soit la vie privée, que ce soit les aspects réglementaires, mais pas que ce soit aussi des aspects peut-être d'éthique de la recherche, beaucoup plus connus. On peut parler par exemple du consentement, on peut parler encore une fois du respect de la confidentialité des informations. Face à cette complexité, encore une fois, l'éthique des technologies dit, si vous voulez avoir une analyse éthique un peu plus en profondeur, où vous vous posez des questions sur le bien fondé ou entre guillemets la moralité d'un projet, d'une application dont vous entendez parler, il va falloir dans ce cas considérer que l'éthique, c'est peut-être parler un petit peu de tous ces sujets. Je vois qu'il y a eu une intervention dans le clavardage, est-ce que c'est beau?
Oui, on va revenir aux questions après la présentation. Parfait, merci. On va continuer le cours de philosophie en dessous de 1.0. Qu'est-ce qu'on entend quand même par éthique? Parce que je vous ai dit, OK, l'éthique des technologies, c'est parler de tout ça, mais vous pourriez me dire, bon, mais concrètement, qu'est-ce qu'on entend par éthique? L'éthique, c'est une réflexion argumentée en vue du bien agir. Elle propose de s'interroger sur ce qu'on appelle les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions dans différentes situations, dans le but d'agir conformément à ceci. Donc, ce moment de poésie vous a été offert par la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec. Le gouvernement du Canada a une autre définition aussi qui est très complémentaire, qui est l'éthique, c'est la branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. L'éthique fait l'examen de la justification rationnelle de nos jugements moraux. Elle étudie ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Alors finalement, comme dirait Martin Gibert, qui est philosophe et spécialiste en éthique de l'IA, qu'est-ce que c'est l'éthique de l'IA? C'est se poser la question de qu'est-ce qui est moralement bon ou mal en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle ou des données massives. Luciano Floridi, qui est un chercheur en éthique très connu des technologies et de l'IA en particulier récemment, dit aussi que c'est se poser un certain nombre de questions très pratiques, très concrètes. Donc on est dans le domaine de l'éthique appliquée ici, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelle situation, dans quel contexte, avec quelle technologie. C'est répondre aussi, donc c'est un processus qui peut s'apparenter davantage à une réflexion philosophique sur le bien fondé, mais pour moi, et je ne suis pas du tout philosophe, c'est aussi se poser des questions assez pratiques qui vont peut-être parfois toucher à la déontologie, mais pas que, sur qu'est-ce qu'on doit faire, dans quelle situation, quels sont les enjeux ou les risques qu'on doit connaître, et essayer de regarder une forme d'approche de cas par cas. Maintenant, pourquoi parler d'éthique? Et pourquoi parler d'éthique quand on parle de l'utilisation de ces technologies? C'est que si on regarde les contextes légaux pour l'encadrement de ces technologies, de l'IA et des données massives, on voit encore avec l'exemple de Fitzgibbon qu'il reste encore beaucoup de questions à élucider. Que ces technologies évoluent tellement vite que les contextes légaux ne sont pas nécessairement toujours arrimés ou ne suivent pas toujours exactement très vite ou aussi bien les évolutions technologiques. Donc, se limiter aux considérations légales ou réglementaires, ça pose un risque. Le risque, c'est celui de ne pas saisir et de ne pas comprendre tous les enjeux ou les risques possibles. Donc, ce qui est légal, on le sait, c'est pas toujours éthique. Il y a des choses qui étaient légales il y a 50 ans qu'aujourd'hui, on trouverait absolument immorales et qui ont même parfois été interdites légalement. Et parfois, il y a des comportements qu'on va juger moraux ou éthiques dans une situation, mais qui pourraient être considérés comme illégales. Et donc, voir l'égalité et l'éthique toujours au même plan, c'est parfois un peu limitatif et il faut regarder qu'il existe parfois des zones grises, des zones qui ne sont couvertes pas encore une fois par l'éthique ou pas par la légalité. Et pourquoi je pense que c'est important en matière de santé mentale, de prévention du suicide quand on utilise ces technologies, c'est que les enjeux, on l'a vu, peuvent parfois être assez larges et qu'il est important de se poser la question de dire, OK, ben ça, c'est pas couvert par le cadre réglementaire de l'ordre de déontologie, par le code de déontologie des psychologues ou des travailleurs sociaux ou de l'Université du Québec à Montréal, mais peut-être que ces enjeux sont réels et sont importants et qu'il faut peut-être anticiper aussi. Ces technologies offrent tellement de promesses qu'on a aussi beaucoup d'espoir et qu'on a envie de soulever beaucoup de projets. Et on voit que le nombre de projets qui sont soumis au comité éthique, qui sont développés par les universités, les appels de subventions aussi, sont de plus en plus nombreux. Donc ces projets se multiplient, mais les formations éthiques en parallèle ne sont pas toujours aussi arrimées. Un exemple de ça pour l'université qui m'a formé ici, on voit aussi qu'en psychologie, on a une formation très précise et de pointe sur les théories en psychologie, mais on a finalement encore assez peu de choses sur les technologies, sur l'éthique des technologies et sur les risques. Ça peut se comprendre parce que ça évolue très vite et que monter un cours peut prendre du temps, mais pour autant, il peut se créer un décalage et il est important de prendre conscience qu'une des limitations de nos formations actuelles, c'est qu'on n'a pas toujours été formé ou sensibilisé sur les risques potentiels de ces technologies qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement, parfois sans s'en rendre compte. Face à tous ces enjeux, il y a eu plus de 80 déclarations qui ont été publiées dans les dernières années pour encadrer le développement de l'IA. Et je vous invite à aller regarder la Déclaration de Montréal pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, qui est un des textes importants au Québec parce qu'il y a eu énormément de signataires. Voici quelques-uns des défis possibles et des enjeux éthiques principaux que je peux vous présenter en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler d'utilisation de l'intelligence artificielle qui pouvait s'enlever des enjeux éthiques en matière de discrimination
peut-être aussi des risques en matière de vie privée. Est-ce que les données qui sont utilisées risquent pas peut-être à certains moments d'enfreindre à la protection de nos informations les plus privées, les plus personnelles? Le manque de transparence. Il y a un certain nombre de systèmes au Canada, par exemple, le système Phoenix pour le paiement fédéral. On a vu qu'il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont pu apparaître. Et quand on essaie de revenir en arrière et de se dire comment ça se fait qu'on ait eu ce problème, comment est-ce que ça se fait qu'on ait eu autant de difficultés, on se rend compte que parfois les systèmes intelligents ne sont pas toujours équipés ou programmés pour être parfaitement explicables. Et ce n'est pas nécessairement qu'il y ait une mauvaise volonté de la part des développeurs ou des promoteurs de ces projets-là, mais c'est qu'on voit qu'il y a encore un énorme travail à faire en matière de transparence et d'explicabilité. Comment est-ce qu'on est venu à cette décision? Un autre enjeu qui est très important et qui peut nous sembler très éloigné, c'est que toutes ces technologies qu'on utilise, toutes ces méthodes d'analyse automatisées, peuvent aussi générer énormément de consommation en matière environnementale, d'électricité, de ressources. Et il y a une course technologique très importante qui est que pour pouvoir offrir tous ces services de pointe, ces stratégies de détection de pointe, on a énormément de production et d'utilisation d'énergie. Un des derniers qui va nous intéresser particulièrement, c'est celui aussi de l'atteinte à l'autonomie ou les libertés de choix. Vous avez vu les dernières élections américaines. On a vu également que la question de la publicité ciblée pouvait poser la question aussi de se dire, est-ce que parfois on est influencé sans s'en rendre compte? Est-ce que j'ai pris une décision avec un certain nombre d'influences ou de facteurs qui ont poussé un certain nombre de mes décisions sans que je m'en rende compte nécessairement compte? Est-ce qu'il y a des enjeux qui seraient complètement spécifiques à la prévention du suicide ou la santé mentale? Le domaine de la santé, on le sait, est déjà très encadré éthiquement. Pour autant, on voit qu'il y a des enjeux éthiques liés à l'éthique de l'intelligence artificielle et des données qui dépassent le cadre de la santé. Donc aujourd'hui, parler d'éthique et de ces technologies, quand on les applique en santé mentale et en prévention du suicide, c'est aller regarder peut-être au-delà de nos cadres réglementaires qui, aussi précis et poussés soient-ils, prennent pas encore, un peu comme les cadres légaux, toujours l'ampleur ou saisissent pas non plus l'ampleur des enjeux potentiels. Je vous cite quelques-uns des enjeux possibles qu'on pourrait rencontrer en matière d'éthique quand on veut utiliser ces technologies pour la prévention du suicide et la santé mentale. Le premier, c'est l'absence de consentement quand des données sont collectées. On ne compte plus le nombre de projets qui ont été faits, en partenariat notamment avec des réseaux sociaux, où les données ont été collectées et les personnes n'étaient absolument pas au courant. Il y a également le risque de commettre des erreurs de détection. On peut dire je vais mettre en place un système de détection, par exemple comme Facebook, mais si on n'a pas d'informations sur c'est quoi le taux d'erreur, combien est-ce que de faux positifs je peux avoir, combien est-ce que je peux avoir de faux négatifs aussi, c'est quoi exactement ces données qui me permettent de dire je peux implémenter ce système sans aucune forme de risque, sans aucune forme de manquement. Un des arguments souvent entendus, c'est de dire que ces systèmes sont plus performants que les humains sur un certain nombre de tâches. Et en effet, on pourrait argumenter avec chiffres et données à l'appui que certains systèmes, notamment par exemple en radiologie, qui est en dehors de la santé mentale, sont en effet capables de repérer plus de choses et beaucoup mieux que des humains. Pour autant, la question c'est comment est-ce qu'on intègre la décision humaine et la présence humaine dans ces systèmes-là? Comment est-ce qu'on garantit qu'il y ait une coexistence et une cohabitation aussi de ces systèmes ensemble? Quand il y a une erreur faite par un système, est-ce que ça va être l'erreur des développeurs? Est-ce que ça va être l'erreur des promoteurs du projet, des chercheurs qui sont derrière? Est-ce que ça va être la responsabilité des fournisseurs technologiques? La question des chaînes de responsabilité est très importante et quand on l'applique à la santé, on peut voir que les ramifications sont quasi infinies. Je ne vais pas vous lister l'intégralité, mais on voit aussi les risques de surveillance. On peut vouloir prédire et détecter à tout prix, mais peut-être que ça se fait avec une forme de coût social. Et il y a un terme qui vient des assurances, mais aussi des statistiques, qui est les matrices de coûts. Si on met en place tous ces systèmes automatisés à très large échelle sur des très larges volumes de données pour des populations générales, est-ce qu'on n'a pas aussi des risques d'induire des formes de surveillance ou de renforcer des mécanismes de surveillance? Pour ça, je vous renvoie à tous les travaux, notamment du GRISC à l'UQAM, qui sont un groupe de recherche qui travaille sur l'utilisation des données, les risques de surveillance dite algorithmique. Et c'est très important et utile pour nous parce qu'en tant que professionnels de santé, on est intéressé par les outils, par leur potentiel,
et on ne voit pas nécessairement aussi leur impact à plus large échelle si on les utilise tous et aussi on ne fait rien pour essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a aussi le risque de déshumanisation. Si on est venu en santé en général, en santé mentale, c'est qu'on est intéressé de près ou de loin aux formes de relations de soins, si je fais une grosse généralité. Et ici, la question, c'est si on met en place beaucoup de systèmes informatisés, automatisés, est-ce qu'on a aussi le risque, notamment, de pouvoir créer des relations d'aide un peu déshumanisées, où finalement il y a beaucoup d'automatisation, de filtrage, de tri qui est pris en compte par des systèmes intelligents, aussi sophistiqués soient-ils, mais qui ne sont peut-être pas des humains. On sait que parfois des relations avec des systèmes intelligents ou des systèmes informatiques peuvent être significatives pour des personnes, donc il n'y a pas nécessairement un jugement de valeur derrière, mais on peut se rendre compte que si on automatise tout sans nécessairement penser aussi à des interventions humaines, c'est un des risques qui ont été envisagés et mentionnés quand on parle de l'application de ces technologies pour nos disciplines. Donc, si vous avez des questions, avant que je vous présente l'outil, encore une fois, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage et j'essaierai d'y répondre pendant le même instant. Maintenant qu'on a présenté un peu le cadre général, j'ai essayé de vous montrer pour vous résumer un petit peu. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, d'essayer de trouver une forme de terrain d'entente sur la définition de cette technologie, mais aussi trouver un terrain d'entente sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par éthique et pourquoi ça pourrait nous intéresser en tant qu'acteurs du milieu de la santé au sens large. J'ai essayé de vous montrer aussi pourquoi est-ce que en santé mentale et en prévention du suicide, ça pourrait nous intéresser. On a quelques applications que je vous ai mentionnées et ils s'en développent aujourd'hui tous les jours. Et je voulais vous montrer également quelques petits enjeux spécifiques qu'on pourrait rencontrer. Le temps nous manque, mais maintenant l'étape que je veux vous présenter, c'est celle de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le but, ce n'était pas uniquement de vous déprimer lourdement ou de vous faire un portrait très sombre, mais c'est de montrer qu'il y a en effet un certain nombre de choses qu'on peut faire pour avancer vers une utilisation plus responsable de ces technologies. Qu'est-ce qu'on appelle une utilisation responsable? Les définitions peuvent varier selon les individus, les contextes, les pays et les cadres légaux. Mais ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui pour nous, en tout cas au Québec et au Canada au sens large, ce serait de dire quelle utilisation rationnelle et raisonnée on pourrait faire de ces technologies, évidemment en respectant le cadre légal, mais en prenant en compte aussi les enjeux à venir ou les risques potentiels. Et je pense qu'ici, la question, c'est en effet de se dire, est-ce qu'il y aurait un moyen déjà d'être conscient de c'est quoi les risques et qu'est-ce que je pourrais faire pour les anticiper? Et aussi, comment est-ce que je peux me repérer et finalement m'assurer que je n'ai un peu rien oublié. Je pense que l'exhaustivité n'est pas nécessairement possible. On parle d'éthique, donc les questionnements sont parfois beaucoup plus poussés et peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais ici, je vais vous présenter le protocole canadien. Donc cet outil, on l'a développé et je l'ai développé pendant ma thèse avec le soutien de Brian Mishra et Abhishek Gupta. Et l'objectif, c'était finalement de combler ce manque qui existe entre le domaine des sciences de la santé, où on a une expertise et des connaissances très poussées en matière d'accompagnement, de compréhension du soin et de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on veut aider des gens, mais combler le vide avec un domaine qui est très différent, qui est celui des technologies, de l'éthique des technologies, des sciences de la communication, de se dire, on connaît mieux dans cette discipline-là les technologies, leurs limites, et aussi les risques qui peuvent être attachés. Et je pense que c'est un discours assez raisonnable de penser que quand on veut intégrer des outils dans notre arsenal, dans notre boîte à outils, c'est important de connaître c'est quoi leur potentiel, mais c'est aussi quoi leurs limites. Le but de cet outil, finalement, c'était d'abord, dans un premier temps, d'essayer d'aider à identifier les risques. Et on s'est dit, quelle forme d'outil on pourrait donner pour essayer de remplir cet objectif. Puis aussi, quel outil pourrait peut-être nous aider à augmenter le niveau de connaissance. Et l'idée qui est venue, c'est celle des listes de contrôle ou checklists. Si vous demandez à des personnes qui travaillent dans des hôpitaux, qu'est-ce que vous pensez, ou dans des administrations, qu'est-ce que vous pensez des checklists ou des listes de contrôle, vous avez peut-être le risque d'avoir une réaction de dégoût ou de rejet, parce qu'en effet, on en a beaucoup dans le milieu de la santé. On connaît bien ça, on aime bien ça, il y a une relation d'amour-haine un peu avec, mais c'est des outils qui ont montré une forme d'intérêt et de familiarité pour les acteurs du milieu de la santé.
Pourquoi? Parce que finalement, on a des enjeux de responsabilité professionnelle, mais aussi responsabilité vis-à-vis des personnes qu'on veut aider. Et donc, on veut quelque part se rendre certain ou être sûr qu'on n'a un peu rien oublié. Et les listes de contrôle, pour ça, représentent un outil assez simple, assez intuitif. On pourrait penser à des mécanismes beaucoup plus complexes qui donneraient des scores, mais donner un score en matière d'éthique peut parfois poser des problèmes parce que comment est-ce qu'on établit un niveau de base? Malgré toutes mes recherches et mes années de recherche là-dessus, j'en ai pas trouvé. On peut faire des approximations, essayer de faire des approches référentielles à certaines populations, certaines disciplines, mais c'est un enjeu que, en tout cas, avec mes petites épaules, je ne me voyais pas nécessairement engagé. Quand et pourquoi l'utiliser et à qui ça s'adresse? Le but de ce protocole canadien, on l'a appelé d'ailleurs comme ça parce que le Canada et le Québec en particulier sont un centre très important mondial en matière d'intelligence artificielle. Vous avez des instituts de recherche en IA, mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui travaillent fortement sur l'encadrement éthique et responsable de ces technologies. Et je pense qu'il y avait important de montrer une forme de signature, un peu de d'où est-ce qu'on vient et aussi quel est notre domaine un petit peu d'origine ou notre terrain un peu à partir duquel on a travaillé. Pour qui ça s'adresse? On a essayé de penser cette checklist pour plusieurs personnes. D'abord, si vous êtes professionnel et que vous avez à utiliser un logiciel qui utilise les données massives ou l'intelligence artificielle, vous pourriez me dire, ça me semble très lointain. Mais vous avez peut-être vu dans les nouvelles, et je vous engage à aller regarder, les questions notamment des logiciels en matière de services sociaux. Beaucoup de services sociaux aujourd'hui au Québec utilisent des logiciels avec des systèmes qui vont peut-être vous alerter sur un risque potentiel en fonction de ce que vous avez mis comme information ou de ce que plusieurs intervenants ensemble ont mis comme information. Et vous pourriez vous poser des questions parce qu'elles sont posées d'ailleurs dans les journaux. Donc, ça serait tout à fait légitime si vous étiez avec des questionnements professionnels ou éthiques là-dessus. Vous pouvez être chercheur et vous avez un projet avec de l'IA et des données massives et vous vous posez la question okay, je veux faire ce projet, mais je me pose la question de c'est quoi les risques que je fais encourir ou que je pourrais encourir ou qui pourraient exister. Vous êtes intervenant, puis vous êtes par exemple dans une unité d'écoute et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est intégrée comme celle dont je vous ai parlé pour Crisis Text Line. Et soit vous travaillez dans l'encadrement ou comme professionnel, vous vous demandez est-ce qu'il y a un risque potentiel et vous voulez simplement vous interroger et explorer ces questionnements. Vous travaillez pour un organisme public ou privé et on vous demande un peu de vous positionner sur le bien fondé d'un nouveau projet ou d'un projet de recherche qui pourrait arriver et qui demande à être financé et ainsi de suite. Donc, on vous demande de donner votre avis là-dessus. Ou sinon, vous êtes très, très curieux et vous souhaitez juste vous renseigner et vous avez une soif insatiable de connaissances comme votre présence aujourd'hui l'atteste. Donc, vous avez un mode d'emploi assez simple. Vous avez 5 catégories. Les 5 catégories regroupent les 5 grosses catégories qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des nouveaux outils, notamment anglais, qui ont été développés, pas que pour la santé mentale, mais ailleurs. Le premier, c'est la description du projet ou du système intelligent. Le but, c'est d'essayer de vous prendre un petit peu à travers les différentes étapes de l'existence d'un système intelligent. Vous avez sa phase de conception, vous avez sa phase de description, sa phase de test, sa phase d'évaluation et de mise en marche. Et le but ici, c'est d'essayer de regrouper un petit peu tout ça en même temps. Donc, vous avez la description du projet, les questions de vie privée ou de transparence, les enjeux thématiques de sécurité, les risques spécifiques liés à la santé et les biais. Donc, vous voyez ici qu'on a une approche assez similaire à ce qu'on s'est dit au début pour l'éthique des technologies, c'est-à-dire parler d'éthique appliquée, de l'IA appliquée à la santé mentale et la prévention du suicide. C'est aussi parler d'enjeux qui sont parfois très éloignés de nous. La cybersécurité, c'est clairement pas ma formation de base, mais pour autant, c'est important d'avoir quelques notions de base pour peut-être vous amener à discuter avec d'autres personnes. Comme le temps nous manque, pour 45 minutes, c'est court, je vais simplement vous présenter un item par catégorie. Il y a à peu près une quarantaine d'items pour l'ensemble de la checklist. Donc, le but ici, c'est de vous faire évaluer si vous êtes capable de documenter tous les items. Il n'y a pas de score, il n'y a pas besoin de tout documenter, mais c'est au moins de vous amener à vous poser les questions, de passer au travers et de vous poser un certain nombre de questionnements. Pour la première catégorie, la description du système intelligent, je vous ai mis ici, et vous pourrez accéder au PowerPoint, le nom de l'item et ensuite sa justification.
Premièrement, garantie. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus de projets en santé qui viennent notamment du secteur privé, pour ne pas nommer, mais pas que. Il n'y a pas que des mauvaises choses, du tout loin de là. Mais un défaut qu'on rencontre très souvent, c'est que la science est souvent utilisée pour justifier des projets sans qu'il y ait nécessairement de données probantes affichées derrière. Ou on va dire que c'est quelque chose de très efficace sans qu'il y ait aucune forme de scientifique ou de personne habilitée ou de professionnel derrière. Donc ici, l'idée, c'est de dire si vous développez un projet, c'est peut-être aussi, assurez-vous de bien indiquer qui était derrière ce projet. Quand vous dites que ce projet est pour la santé, assurez-vous d'avoir les bonnes personnes à bord et aussi de les rendre disponibles, leur nom, au moins de façon transparente. Parce qu'il y a une question de confiance qui s'établit avec tous les acteurs possibles dans le projet. La question de la vie privée est évidemment centrale. Et si on est en santé mentale, en prévention du suicide, en santé, on ne peut pas faire abstraction de ça. Et un des enjeux qui revient, c'est souvent celui de la collecte des données. On voit que les données sont collectées aujourd'hui de toutes les façons, parfois des bases de données rachetées avec des courtiers de données, c'est-à-dire des sociétés qui vont collecter et amasser les données, puis les revendre aux personnes intéressées. Et on voit que toutes ces informations sont collectées parfois avec un manque de traçage et de transparence sur le fléchage de d'où viennent les données, où elles vont, qui les stocke et qui y a accès. Donc le but de cet objectif ici, de cet item, c'est de vous dire, si vous avez un projet, assurez-vous de bien garantir le fléchage et la transparence de où sont les données, d'où elles viennent. Ou si vous analysez un projet, d'essayer d'aller creuser cette information. Troisième élément, c'est la sécurité. Encore une fois, la cybersécurité, ça n'est pas pour moi, je ne pourrais pas venir vous aider là-dessus. Mais toute la littérature que j'ai analysée est intégrée pour constituer et faire ensuite valider par des experts d'ailleurs cette liste, c'était celle de dire il y a des enjeux de cybersécurité, de sécurité des données qu'il est important de prendre en compte. Et un élément très facile, c'est celui des tierces parties. C'est qui a accès aux informations, personne ou organisation. Est-ce qu'il y a des informations qui pourraient permettre d'identifier les participants qui seront inclus dans des données accessibles à ces tierces parties? J'ai fait par exemple une analyse des applications, du top 10 des applications de santé sur le Google Play Store pour les applications de santé. Et on voit que la question des tierces parties est toujours très floue. On dit que ces données vont être partagées à d'autres personnes, mais on ne sait jamais vraiment qui. Quand on parle de données de santé, je pense que c'est crucial d'avoir une vraie transparence là-dessus, encore une fois. Ensuite, les risques liés à la santé. Beaucoup de ces systèmes, par exemple, on pourrait dire un agent conversationnel autonome qui pourrait intervenir dans une phase de filtrage avec des personnes en situation de détresse ou de besoins psychologiques. Parfois, ces systèmes peuvent aussi générer des émotions chez les individus. Et il est important peut-être d'essayer d'avoir une manière de consigner et en tant qu'équipe ou en tant que projet, de pouvoir restituer une forme de transparence sur est-ce que notre système peut générer des émotions? Quel genre d'émotions on peut susciter, provoquer chez les individus qui vont utiliser nos services? Si je crée un chatbot qui vous aide pour l'anxiété, quelles sont les émotions que je pense pouvoir susciter ou que mon système va susciter? Comment est-ce que je m'assure aussi qu'elles seront peut-être dans un domaine du contrôlable ou que qu'est-ce qui se passe si, au contraire, on se retrouve dans une situation où ça n'a pas été contrôlé? La dernière catégorie que je peux vous présenter aussi, c'est celle des biais. On voit que la question des biais est aujourd'hui cruciale et fondamentale dans la question de l'éthique de l'IA. Pourquoi? Parce qu'on sait que les données sont souvent vendues comme une forme d'information neutre ou parfaitement objective. Or, les données sont souvent issues, et pour tous ceux qui ont eu affaire à des larges volumes de données, ça n'est pas toujours trié, propre, où il y a parfois des données aberrantes, il y a parfois des choses qui n'ont rien à faire dedans. Les données sont peut-être viennent d'une source qu'on n'a pas très bien, dont on ne maîtrise pas tous les éléments. Par exemple, si vous téléchargez des données de Twitter ou Facebook, vous faites parfaitement confiance à ces sociétés pour vous donner des données et vous n'avez pas nécessairement les moyens de pouvoir questionner comment vous les avez obtenues, par quel mode de capteur, etc. Il y a donc parfois une difficulté un peu à comprendre comment est-ce que ces jeux de données sont construits. Et le risque ici, c'est peut-être de reproduire des biais ou des discriminations ou des limitations inhérentes à ces jeux de données. Si par exemple vous entraînez un algorithme pour faciliter un accès prioritaire à des soins de santé en entraînant votre système intelligent à partir de données composées majoritairement de patients blancs, il y a aussi le risque de peut-être mettre encore plus à l'écart des personnes qui viendraient d'autres ethnies ou groupes minoritaires.
Et pour toutes ces questions, je vous engage notamment à aller regarder toutes les questions de la discrimination. Il y a des formations données par l'Institut de valorisation des données à Montréal en ligne qui sont très utiles. On va finir le train un petit peu à haute vitesse de ce webinaire en vous mettant en place deux contextes assez rapides pour vous montrer comment ça pourrait s'illustrer et comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'outil. Un exemple que je vous ai conçu et qui est un travail que j'ai fait pour Lovia aussi, qui est celui d'une mise en situation. Donc je vous le lis, c'est face à la possible augmentation des difficultés psychologiques face à la pandémie, un pays met en place un site internet en santé mentale pour ses citoyens. Ce site permettrait d'avoir accès en tout temps à de l'information personnalisée et à des professionnels. Pour développer ce projet, ils vont faire appel à une entreprise technologique connue pour ses systèmes experts et ses agents conversationnels. Ce service prend la forme d'un outil de clavardage qui sert à la fois de moyen d'informer de façon automatisée et de triage pour donner accès à des intervenants. Suite à une défaillance, l'agent conversationnel n'a pas permis de bien aider une personne. Alors qu'elle était en train de répondre aux questions de triage de l'agent conversationnel, la personne a fait une crise suicidaire. Inquiète, la famille entreprend des démarches judiciaires pour savoir qui est responsable. Le fournisseur de services techniques, les professionnels de santé mentale qui ont programmé le système automatisé de triage. Point d'interrogation. Pour accompagner un peu ça, j'utilise la Déclaration de Montréal et je vous mentionne ici qu'il y a deux enjeux qu'on pourrait voir. Et je vous cite les principes de la Déclaration de Montréal. Le premier, ça serait celui du principe de responsabilité. Selon la Déclaration de Montréal, on dit que le développement et l'utilisation des systèmes intelligents ne devrait pas contribuer à une déresponsabilisation des êtres humains quand une décision est prise. Seuls des êtres humains peuvent être tenus responsables des décisions issues de recommandations faites par des systèmes intelligents et des actions qui en découlent. Ici, l'idée, c'était, comme je vous le montrais, c'était celui de la chaîne de responsabilité. Et on voit qu'elle est centrale et cruciale. La Déclaration de Montréal, c'est un document qui contient 10 grands principes qui ont été... Et la Déclaration de Montréal a été établie après plusieurs dizaines de consultations citoyennes à travers le Québec et aussi en dehors du Québec. Donc, et ici, ces principes ont vraiment émergé des craintes et perspectives de la population. On voit aussi qu'il y a un principe de solidarité. Qu'est-ce que ce principe dit? C'est que le développement de systèmes intelligents doit être compatible avec le maintien de liens de solidarité entre les personnes et les générations. Ces systèmes ne doivent pas nuire au maintien de relations humaines affectives et morales épanouissantes et devraient être développés dans le but de favoriser ces relations et de réduire la vulnérabilité et l'isolement des personnes. Je vous ai mis ces deux principes pour vous montrer qu'un cas qui peut arriver et qui est arrivé sous d'autres formes, je me suis inspiré d'événements qui se sont déjà passés, montre que les questions peuvent être vraiment à des niveaux très philosophiques, mais aussi à des niveaux très pratiques. Et c'est ici, en utilisant le protocole canadien et en essayant de regarder concrètement qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce que les développeurs auraient pu faire, je propose ici, par exemple, deux actions possibles pour essayer de répondre. Le premier, c'est reparler encore de cette chaîne de responsabilité qui permet de savoir qui serait légalement responsable des actions du système intelligent. Ici, l'idée, c'est peut-être que les développeurs auraient dû, en amont, prévoir les cas de figure qui pourraient mal se passer, essayer de déterminer ensemble, en équipe, qui va être responsable, comment est-ce qu'on va l'établir, est-ce que toutes les parties et les éléments de cette chaîne sont au courant et conscients du fonctionnement. Ensuite, il y a quelque chose de très important en matière de santé mentale et de prévention du suicide, ça aurait été de faire un protocole d'action en cas d'urgence de santé, de catastrophe ou de crise suicidaire. C'est-à-dire, en service de crise de santé mentale, la prise en compte des risques liés aux individus à risque, c'est un enjeu majeur. Et dans ce cas de figure, étant donné la sensibilité et le caractère hautement, encore une fois, sensible de cette situation où on met en place des éléments de triage et des systèmes de triage, il aurait été important que les personnes puissent en amont se doter de plans pour pouvoir répondre justement à ces demandes de famille ou à des personnes extérieures. Afin de vous laisser du temps pour poser des questions, je vais passer le deuxième élément, le deuxième cas de figure, qui est celui d'une utilisation de la santé publique des réseaux sociaux. Je me suis encore une fois inspiré de projets qui sont actuellement en cours de subvention ou qui ont été déployés dans d'autres pays. Et vous pourrez voir que dans le PowerPoint, il y a beaucoup d'enjeux qui vont être assez similaires et d'autres qui vont aller plus loin. Donc, en conclusion, je vais finir par une vérité bien générale parce que ça m'amuse beaucoup.
c'est l'éthique, c'est l'affaire de tout le monde et donc la vôtre. Basé après cette belle vérité, ici l'idée c'est de vous dire, je pense que c'est important qu'en tant que professionnel de santé, santé mentale en particulier, on s'outille plus pour utiliser ces technologies, pour savoir quand est-ce qu'on doit les utiliser et ne pas les utiliser. Un parallèle en venant de la psychométrie pour ma part, qui me semble toujours important, c'est de dire quand on choisit un test psychologique, on sait pour qui il est fait, pour quelle fonction précise, ses limites, comment interpréter les résultats, les théories derrière, les erreurs possibles. Quand vous êtes formé pour l'utilisation, c'est ce qu'on vous apprend. Et je me pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi ce niveau de connaissance et ce niveau de formation derrière l'utilisation des technologies. Donc on pourrait défendre l'idée que notre maîtrise des technologies devrait ressembler à notre maîtrise des outils cliniques. Pour se saisir leur potentiel, il faut être très conscient de leurs limites. On n'est pas... Et quand on regarde le code de déontologie des psychologues, on voit aussi qu'on vous dit très clairement de bien savoir que quand vous utilisez un outil, il faut savoir pour qui il est et quand ne pas l'utiliser. La prévention du suicide et la santé mentale gagnent, à mon avis, à utiliser ou non, ou pas, ces technologies à bon escient. Et pour ça, bien savoir dans quel contexte il faut le faire, avec quelle bonne garantie éthique et sociale à offrir à la fois au public puis à la société, parce qu'on a un devoir aussi et une responsabilité sociale. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas en avoir perdu trop au passage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur carl.morc@umontréal.ca. Merci beaucoup. Il y avait une question de Cécile Petitgat. Quand, selon vous, les dispositifs d'analyse des émotions seront assez performants pour être aussi précis et spécifiques qu'un analyste humain? Et quelles avancées sont nécessaires et quelles barrières lever pour atteindre ces objectifs? Bonjour Cécile, dont j'avais pu voir des présentations. Pour ma part, pour ce que j'ai pu voir en santé mentale et en prévention du suicide, on a aujourd'hui, il me semble, des modèles qui se rapprochent assez fortement d'outils cliniques. Si je prends pour la prévention du suicide, pour ce qui a été fait, ça a souvent été des transpositions des tests qu'on avait en prévention du suicide et on les a numérisés ou digitalisés ou intégrés dans les systèmes intelligents. Il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. C'est l'efficacité présumée, en tout cas sur les données que j'ai pu observer ou regarder. Souvent, on s'approche avec des modèles avec des très beaux résultats ou des hauts niveaux d'efficacité. Mais la question qui se pose, c'est que ces outils-là sont déjà très critiqués en prévention du suicide. Ils sont critiqués non pas parce qu'ils seraient mal intentionnés ou mal fondés, mais c'est que souvent, on manque d'évaluation déjà sur ces outils, entre guillemets, pratiques qu'on utilise déjà dans la clinique depuis des années. Et il y a eu plusieurs articles d'ailleurs là-dessus pour montrer que les outils qu'on utilisait pour repérer les émotions ou essayer de détecter l'état de santé actuel, l'état de santé mentale actuel d'un individu, pouvait parfois manquer d'évaluation, de données comparatives, de tests dans d'autres environnements. Donc pour moi, si je regarde les données expérimentales, j'ai l'impression qu'on est arrivé aujourd'hui à des modèles qui parfois, selon les données fournies par les chercheurs, semblent efficaces. Maintenant, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. D'abord, c'est celle de la validité statistique ou théorique des modèles qui sont utilisés derrière, et qu'il y a un débat qui n'arrête pas de continuer aussi, ou d'être actif en prévention du suicide, par exemple. Et ensuite, il y a aussi les travaux de Luc Starr, qui est un chercheur canadien, que je trouve très intéressant, qui a travaillé sur les modèles derrière la détection des émotions. Par exemple, tous les modèles qui utilisent les caméras ou la reconnaissance faciale des émotions. Et les travaux de Luc Stark montrent que beaucoup de ces systèmes de détection des émotions, par exemple en utilisant la webcam juste en face ou juste ici, vont se baser sur des modèles en matière de psychologie, périmés au sens où, par exemple, le modèle de détection autour des 5 émotions a été très fort depuis les années 70, mais a souvent été critiqué en disant 5 émotions, c'est finalement un modèle assez basique, qui n'est pas universel. Il y a plus d'émotions, il y a plus de zones grises, et peut-être que ces modèles permettent pas non plus de représenter la diversité des émotions, et aussi on ne peut pas les généraliser. Et je pense que la question, c'est celui de, certes, les données expérimentales que j'ai vues sont parfois très intéressantes ou probantes ou encourageantes, mais j'ai des grosses questions sur la généralisation et sur leur universalité aussi. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Cécile, mais c'est les questions que j'ai du point de vue psychologie, en tout cas.
Et également, question plus technique, est-ce qu'il y a une version française du protocole canadien et de la déclaration de Montréal? Alors, le protocole vient d'être publié dans Artificial Intelligence in Medicine en anglais et j'ai fait une traduction suite à une demande de Mélanie Rambert de l'AQPS et je suis en train de travailler dessus et je pense que je pourrais essayer de la communiquer la semaine prochaine et peut-être le mettre sur le site du CRIS à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cet exercice de vous présenter un peu à la fois les questions éthiques, mais aussi les questions plus techniques, j'ai vraiment fait un survol. Donc, pour ceux qui sont très spécialisés dans ce domaine, je m'excuse évidemment d'avance. J'espérais dans le temps imparti essayer au moins de vous présenter un peu les ponts qu'on peut établir entre la santé mentale, la prévention du suicide et ces deux domaines. Je pense que c'est parfait. Je peux finir en disant simplement que si vous vous posez des questions sur aussi comment innover responsablement, je vous engage à aller regarder l'outil de Pascal Lehoux et son équipe Infieri, qui est quelque chose de très complémentaire à la déclaration de Montréal aussi. Et ils ont développé un outil pour savoir comment innover responsablement. Et c'est un outil pour le coup avec aussi beaucoup d'items qui vont vous permettre de regarder différents aspects. Donc, je me suis intéressé aux enjeux éthiques et sociaux, mais eux vont regarder aussi la responsabilité ou l'innovation responsable avec un champ plus large et ça s'applique bien à la santé mentale et tous les projets qu'on voudrait faire dans le domaine. Et on